Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse quotidienne de la paire euro-dollar, donc comme j'ai l'habitude de le faire. Euh, on- J'ai pas fait d'analyse hier, donc la dernière que j'ai fait c'était vendredi. Vendredi j'étais sorti sur stop loss puisque j'ai déplacé mon stop loss pour garantir un gain au-dessus des précédents plus bas, donc qui avait constitué une zone de support et qui je pensais pouvait constituer une zone de résistance. On était repassé juste au-dessus avant d'accélérer à la baisse. Donc j'étais sorti en gain avec un gain de 80 pips, mais avec un peu de regret. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, on a eu deux journées haussières. Lundi, c'était très timide, et aujourd'hui, on a eu quelque chose de plus prononcé, avec un retest de la zone de résistance oblique baissière, donc, qui pour moi s'établit entre les deux lignes tracées en noir sur mon graphe, comme on l'avait vu lors des précédentes analyses. Et on voit quand même que les vendeurs ont du mal à s'imposer, à aller chercher de nouveaux plus bas, et que les acheteurs reviennent assez fermement. Donc ça concorde avec ce que je pressentais, ce que j'indiquais dans les précédentes années. C'est aussi pour ça que j'ai pris mon gain sur la dernière position. C'est-à-dire qu'on a quand même une zone de support qui se met en place ici. Alors soit on la casse, à ce moment-là on sera dans l'exagération baissière et ce sera intéressant de rentrer à la vente puisqu'il faut ça peut aller vite et on sait que quand tout le monde va dans le même sens, on peut avoir des excès intéressants à trader et dont on peut tirer de gros profits en tant que trader de tendance à court terme. Alors pardon. Mais par contre, tant qu'on est au-dessus, pour moi, je reste en dehors du marché. Je ne prends pas de position acheteuse puisque je ne veux pas avoir d'approche contrariante, donc contre la tendance de fond. Mais je ne prends pas de position à la vente, ça c'est certain. Quelles sont les raisons du mouvement du jour? Alors on a un cas qui s'est bien repris, donc dans la foulée de l'ensemble des actifs à risque, eh bien le euro-dollar s'est repris. Si on jette un coup d'œil au câble, voilà, on s'est repris également. Si on jette un coup d'œil du Nasdaq, on a une journée haussière. Le CAC, on a une journée haussière. L'euro s'est repris face au yen, on le voit ici en graphe journalier. Le CAC donc, a ouvert sur un gap et a bien accéléré. Et le pétrole s'est repris. Donc on voit que l'ensemble des actifs à risque monte. L'or monte également. Donc toujours un peu de mal à cerner l'or. L'argent monte lui aussi. L'argent qui joue un rôle de matière première avant celui d'actif à risque. Pour ça d'ailleurs il ne joue pas du tout le rôle d'actif à risque. Même si on lui prévoit un grand avenir. Tant que ça n'est pas vérifié sur les marchés, ça reste que des prévisions. Donc qu'est-ce qui a attiré et amené ces mouvements? Dans l'ensemble, on a eu des bons indicateurs, relativement bons, c'est pas non plus fou, qui sont tombés aujourd'hui. Donc par rapport à l'Europe, l'indice des prix à la consommation, lui, il est tombé qu'à 2,70%, on l'attendait à 2,80, il n'y a pas de grosse variation, c'est un peu inférieur aux attentes. Par rapport à l'économie européenne, un chiffre important, c'est le climat économique ZOO de l'Allemagne. On l'attendait à moins 49,20, il est tombé à moins 21,60, ça fait quand même une différence significative. Le chiffre précédent était à moins 53,80, ça c'est un chiffre d'importance majeure, hein. L'indice ZOO du climat économique sur l'ensemble de la zone euro est tombé à moins 32,50, on l'attendait à moins 48,70. L'indice des prix à la consommation hors alimentation et énergie principaux est tombé à 1,60 conforme aux attentes et aux chiffres précédents. Là c'est un chiffre moins important, l'index des prix domestiques espagnols est tombé à moins 6,80, on attendait à moins 6,40, les chiffres précédents étaient à moins 5,50. Par rapport à l'économie américaine, on a eu un chiffre à 14h30 qui était l'indice Empire State Manufacturing qui est tombé à 13,50, on attendait à 10,50. Et les chiffres précédents étaient à 9,50, donc c'est des chiffres encourageants dans l'ensemble. Alors, autre raison de cette hausse, on va regarder les gros titres très rapidement sur Boursorama. Alors on a pourtant Standard Poor's qui s'acharne à faire à embêter les États, et maintenant plus que les États, mais également les entreprises. Donc dans la foulée de la dégradation de 9 pays de la zone euro, dont la France, l'agence de notation Standard Poor's a tiré mardi la première salve à l'encontre des notes de plusieurs entreprises publiques et a averti que d'autres rafales allaient être tirées, a priori. À les suivre, voilà, sans néanmoins troubler les marchés. Premier groupe français à faire les frais, l'opérateur historique d'électricité EDF et sa filiale RTE, dont la note... Alors, 2 petites secondes, désolé, je sonne. Oui, et donc il y a aussi la SNCF qui est concernée, voilà. Donc ça c'est plutôt des choses contraignantes, donc qui vont pas dans le sens du mouvement, mais a priori ça ne sont pas des éléments qui ont été pris en compte par les marchés, parce qu'on a des marchés qui ont largement augmenté. Alors est-ce que tout ça a été anticipé? Est-ce qu'on est-ce qu'on a voilà, est-ce que tout ça a été déjà pricé? Est-ce que les agents de notation perdent du crédit également? Peut-être un peu des deux. On a une enveloppe de prêts aux collectivités, il reste encore 700 millions d'euros à distribuer, donc a priori c'est pas la fin c'est pas le fond du gouffre non plus pour la France. Il reste 700 millions d'euros de prêts à distribuer aux collectivités locales françaises en mal de financement sur l'enveloppe globale de 5 milliards d'euros débloqués par le gouvernement. Donc voilà.
Bon, après, il y a des trucs, ça, on s'en fout. Paris finit en hausse, au plus haut depuis fin octobre, donc quand même un certain enthousiasme de la part des acheteurs. Alors, c'est un rebond, ça peut être un rebond simplement technique, on verra ce qu'il en est. La bourse de Paris a terminé en hausse mardi de plus 1,40%, au plus haut depuis fin octobre, grâce à des indicateurs économiques rassurants, notamment en Chine, et après plusieurs emprunts de court terme réussis en zone euro. Donc voilà, hein, ce qui a attiré et concentré l'intérêt des investisseurs aujourd'hui. Bonne nouvelle en Chine, et plusieurs emprunts sur court terme réussis en zone euro, le CAC a pris 1. Parmi les autres patrons, c'est ok. Le marché parisien a conclu une seconde séance de hausse d'affilée qui vient confirmer un certain soulagement des investisseurs depuis que l'agence de notation Standard & Poor's a privé la France de son triple A vendredi soir. Le CAC 40 évolue désormais l'1. Depuis l'annonce de la vague de dégradation en Europe, Standard & Poor's et le marché est libéré enfin s'intéresser à d'autres éléments, voilà. Symbole de cette accalmie, les taux obligataires des pays les plus fragiles détendaient notamment le marché. Cette impression était renforcée par le succès de plusieurs emprunts à court terme. Ok. Donc je vous invite d'ailleurs les articles sur Boursorama, je ne vais pas faire la lecture. Mais voilà en gros ce qui a animé fondamentalement le marché ce jour. Donc du coup Wall Street démarre également en hausse. Les indicateurs encourageants aux États-Unis, en Chine et en Allemagne, atténuant l'impact des abaissements des notes de crédit en zone euro. Voilà. Airbus, ok, Airbus qui va très bien. Donc des entreprises qui vont plutôt pas mal malgré la crise, des indicateurs économiques qui partent plutôt dans le bon sens, en tout cas on n'a pas de crise, de crash. On a des indicateurs économiques qui indiquent la santé des ménages et de la consommation qui se maintiennent et qui sont pour certains en progression, etc. Des bonnes nouvelles par rapport à la Chine, donc tout ça motive les investisseurs et font un peu oublier les dégradations qui ont été en grande partie pricées, anticipées à l'avance. De plus, on avait un gros suspense par rapport à ça, on ne savait pas quand ça allait être dégradé, quel impact ça aurait, etc. Maintenant que c'est tombé, comme ils disent, on peut s'intéresser à d'autres éléments. Voilà, à mon avis, ce qui a indiqué et amené le regain d'intérêt qu'on a en ce début de semaine sur l'euro-dollar, mais sur l'ensemble des actifs à risque. Alors, ce n'est que mon avis, je me trompe peut-être, mais voilà fondamentalement comment je comprends les choses. On passe maintenant aux techniques. Alors je m'excuse de renifler, je sais que c'est pas agréable, je suis enrhumé depuis 3 mois, parce qu'il y a la clim partout ici. Sur l'euro-dollar, comme j'ai dit, en journalier, on est proche d'une zone de support importante, qui est la zone de support horizontale des 1.2583.4, qui a été testée une première fois le 24 août 2010. On a eu un gros rebond derrière. On revient au contact de ce support. Pour le moment, eh bien, les acheteurs ont une réaction significative et les vendeurs perdent de la force à l'approche de ce dernier. On reste cependant dans un canal de fond donc tracé en bleu largement baissier. On notera qu'on est vraiment dans la partie basse de ce dernier, et donc un rebond n'est pas du tout à exclure. Pour le moment, on est toujours dans un élan baissier, donc dans une vague baissière, sans phase de correction depuis le 27 octobre 2011. On reste bloqué sous la résistance oblique baissière majeure, d'ailleurs que je vais retracer un peu, voilà qu'on a ici. Ok. Donc pour moi, tant qu'on est sous cette résistance, c'est un peu tôt pour rentrer à l'achat. Une fois qu'on aura cassé cette dernière, on peut avoir un potentiel de retracement intéressant. Alors étant donné qu'on a retracé plus de 61,8% de la dynamique haussière qu'on avait depuis les plus bas de juin 2010, on peut supprimer cette dernière, puisqu'on sait que théoriquement on est censé avoir la force de rallier entièrement le mouvement. On pourra désormais s'intéresser à de nouveau au Fibonacci quand on aura un rebond significatif. À ce moment on prendra les plus hauts de mai 2011 et les plus bas marqués, si c'est marqué maintenant, ce sera les plus bas donc de mi-janvier 2012. Donc voilà, moi comme j'ai dit, je prends pas position à la vente tant qu'on est au-dessus des 1.2583. J'ai un sell stop sous les 1.2583 à 1.2580. Mon stop loss n'est pas encore défini, pas d'objectif non plus puisque mon but est de suivre la tendance et de laisser courir. Si jamais on reste au-dessus de cette zone de support, je ne rentre pas à la vente pour le moment. Si jamais on casse la résistance oblique baissière tracée en noir ici, je pense que ce sera un point d'entrée intelligent et intéressant. Alors ça je vais supprimer. Pour ma part je ne traderai pas parce que je ne veux pas avoir une approche contre la tendance, mais ce sera tout à fait significatif. On pourra se protéger de manière cohérente sous le support justement d'un 1.2583 en allant chercher un retracement de Fibonacci, et à mon avis on pourra avoir un ratio gain-perte tout à fait significatif et intéressant. Donc pour moi ça ce sera un trade contrariant intelligent que de trader la cassure de cette zone de résistance. Ça arrêtera un trade contre la tendance, donc risqué. Il faut savoir prendre
ses précautions avec voilà, un stop clairement défini, accepter ses pertes, pas être trop gourmand, puisqu'on reste dans un contexte de fond baissier. Mais pour moi, ce sera cohérent, il reste de la place, même au sein du canal de fond baissier, et une phase de correction, techniquement, serait cohérente, et fondamentalement, vu qu'on a des indices, etc., qui sont mieux, et qu'il y a pas mal de choses qu'on attendait qui commencent légèrement à se débloquer, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un rebond technique. Donc je dis simplement ça, et je continue avec le H4. Alors en H4, on avait la zone de support qui avait été tracée, vous vous rappelez, je l'ai tracée la semaine dernière, entre 1.2689 et 1.2660, elle a été franchie, mais on reste toujours dans cette dernière, donc on va l'agrandir un peu. Voilà, moi j'aime pas parler de seuil précis, hein, c'est souvent, de toute façon chaque trader a son indicateur, a ses indicateurs, a ses idées, etc. Donc c'est très rare d'avoir un consensus global quand même, et d'avoir une ligne précise que tout le monde voit. C'est souvent qu'on a des zones de rebond potentiel, donc c'est pour ça que je m'attache plutôt à des zones de prix qu'à des prix précis quand je m'intéresse aux zones de rebond éventuelles. Donc là j'ai élargi cette zone de support de 1.2689 jusqu'à 1.2620. Et pour le moment elle tient bon et on a eu déjà 3 rebonds dans cette zone depuis le 9 janvier dernier. On reste bloqué sous la résistance oblique baissière moyen long terme. Voilà, on va élargir ici. Donc pour le moment, ce sont les acheteurs qui ont la main sur le court terme, même si on voit qu'à l'approche de cette zone de résistance, ils faiblissent un peu avec une bougie de retournement significative qui s'est observée cet après-midi, donc à 11h heure française, donc en début d'après-midi. Donc après un bon début de journée, on a eu des investisseurs qui se sont un peu rétractés, peut-être calmés, un enthousiasme peut-être calmé par justement Standard & Poor's. Techniquement, pour le moment, il n'y a pas de signal, donc pour moi, il n'y a rien à faire en H4. Aussi bien, je ne me vois pas prendre position à la vente, même si on est dans la zone de résistance oblique baissière, parce que ça fait plusieurs fois qu'on la reteste, et que quand on marque des plus bas, on a vraiment du mal à chercher de nouveaux plus bas, donc je ne traderai pas le rebond dans ce contexte. Aussi bien, on est toujours en dessous de la résistance horizontale baissière tracée en noir ici, donc je ne prendrai pas le risque de rentrer à l'achat tant qu'on est dans une tendance baissière techniquement. La seule raison qui pourrait me faire prendre position à la vente, ce sera la cassure des 1.2580, 3, donc zone de support horizontale qu'on a vu en journalier. Si on franchit même les 1.2620, donc les plus bas du jour, je ne prendrai pas, ou de vendredi, je ne prendrai pas position à la vente, car il y a une zone de support importante juste en dessous, comme on l'a vu à plus long terme. D'où l'intérêt de regarder sous plusieurs unités de temps, pour avoir un regard plus large, parce que là, par exemple en H4, on ne serait pas rendu compte qu'il y avait une zone de support importante en dessous. Voilà. Donc dans ce contexte, rien de plus à signaler. Pour l'instant, je ne fais rien et j'attends cassure de seuil important. En M15, on termine par le court terme. Donc on avait une grosse journée baissière vendredi. On a retracé plus de 61,8% de cette dernière. On le voit, on est revenu dans cette zone ici. Ensuite, les vendeurs ont repris en main le marché. On évolue désormais dans un marché haussier avec des plus bas de plus en plus hauts ici et des plus hauts de plus en plus hauts. Voilà. Phase de correction, dur de se repérer, puisqu'à la fois on a tenté de casser sur 61.8, mais on est resté dans cette zone, on a eu un gros rebond par derrière, donc quand même une grosse pression vendeuse, hein, on le voit, c'était significatif. Le mouvement aussi a été assez lent, les vendeurs ont repris fermement dans le marché. Je pense que ça nous rappelle également que la tendance de fond et que la force de fond est vendeuse. Hein, c'est souvent comme ça qu'on le repère, donc des mouvements laborieux contrariants et des mouvements francs et vifs dans le sens de la tendance de fond. On l'a encore, mais les acheteurs résistent bien. On a plusieurs arguments de rebond. Donc, j'aurais pas grand chose de plus à dire en M15. Ce que je pourrais dire simplement, on va essayer de tracer plusieurs choses pour se repérer. C'est qu'il faut garder à l'esprit qu'on a quand même un contexte de fond qui est tendu fondamentalement. C'est pas la folie, c'est pas tout va pas bien, loin de là. Simplement, on a eu des grosses baisses depuis pas mal de temps sans phase de correction. Si on arrive sur une phase d'accalmie, voire de léger mieux fondamental, je pense que techniquement on aura les arguments rapidement pour prendre des positions acheteuses cohérentes. Pour le moment, on reste dans un contexte fondamental flou et assez tendu. On voit simplement techniquement que les vendeurs s'affaiblissent, puisqu'on continue à marquer des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, mais les plus bas peinent vraiment à accélérer, quoi. Dès qu'on en marque, on corrige tout de suite. Dans ce contexte, même chose que sur les unités de temps plus longues, je ne prendrai pas de position. Maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à jouer?
honnêtement, je manque de repères. Donc je vais pas dire n'importe quoi histoire de dire quelque chose. Je reste en dehors du marché tant qu'on est, tant qu'on franchit pas un des deux seuils, donc aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc à savoir soit la résistance oblique baissière qu'on voit ici en H4, ça c'est en noir, soit le support horizontal qu'on voit en journalier ici dès 1.2583. Moi personnellement, je ne jouerai pas contre la tendance, donc tout simplement un sell stop sous 1.2583 à 1.2580. Voilà. À l'heure actuelle, si mon sell stop devait être déclenché, mon stop loss serait placé au-dessus les plus hauts de vendredi, qui est à 1.2877, donc mon stop loss serait à 1.2890, je pense, ou 1.2885. 1.2885, voilà. Voilà, mon point de vue sur l'euro dollar. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.